Et pour mieux comprendre les enjeux de ces scrutins en République centrafricaine et au Niger, nous retrouvons tout de suite en direct de Dakar Gilles Yabi, économiste et analyste politique et fondateur et président du Cercle de réflexion de l'Afrique de l'Ouest, Wati. Bonjour, merci d'être avec nous. On Bonjour. commence avec la double élection au Niger, législative et présidentielle. Est-ce que le Niger est sur la bonne voie d'une véritable transition démocratique ? Bonjour. Je crois que le Niger, en tout cas, donne plutôt un bon exemple en cette année 2020 qui aura été marquée par beaucoup d'élections sur le continent et notamment en Afrique de l'Ouest. Et on a encore, bien sûr, dans les esprits les élections en Guinée et en Côte d'Ivoire, où des présidents se sont maintenus contre l'esprit et le texte des constitutions qui limitaient le nombre de mandats à 2. Et c'est vrai qu'au Niger, on a un président en exercice qui a indiqué depuis plusieurs années qu'il ne se présenterait pas et qu'il respecterait simplement la Constitution, ce qui devait être la norme. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui de voir que cette élection s'est bien passée et que, a priori, on aura bien la première, transition d'un président démocratiquement élu à un autre au Niger, et c'est un bon signe. Donc Mahamadou Issoufou a fait 2 mandats, il ne s'est pas représenté, vous venez de le souligner. Est-ce que c'est un bon exemple ? Oui, c'est un bon exemple. Je pense que au-delà de la question de la limitation ou non des mandats, c'est une question d'éthique politique et nous pensons que l'éthique politique est un élément absolument déterminant pour l'amélioration des pratiques de gouvernance au service de l'intérêt général dans les pays de la région. Et donc le fait de respecter la loi fondamentale, c'est quand même un minimum si l'on veut construire un état de droit qui soit organisé et à nouveau qui soit au service d'abord des citoyens. Cela étant dit, évidemment, la démocratie ne repose pas non plus, à notre sens, seulement sur l'organisation des élections. Ce qui est important, c'est la consolidation de toutes les institutions et de toutes les règles. Et de ce point de vue-là, le Niger n'échappe pas aussi à un certain nombre de faiblesses, notamment le non-encadrement des dépenses politiques. Il est très clair qu'on avait quand même le sentiment que le candidat du parti au pouvoir avait aussi un accès, disons, non seulement aux médias, mais aussi un accès aux ressources beaucoup plus important, évidemment, que les candidats de l'opposition. Le Niger est confronté à de nombreux défis. Quel est le défi prioritaire, selon vous, la lutte contre le terrorisme ? Alors j'ai trouvé très intéressant le reportage qui a été fait sur les attentes justement au Niger que nous venons de voir, la mention de l'éducation et la mention de la sécurité. Je crois que ces 2 domaines sont absolument fondamentaux. J'ajouterais bien sûr aussi la question de l'emploi et donc aussi de la création d'opportunités économiques. Mais je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que tous ces défis sont liés. On ne peut pas simplement regarder, disons, la question sécuritaire sans se poser la question de la préservation de l'avenir. Si on investit tout dans la sécurité et qu'on n'investit pas, par exemple, dans l'éducation, évidemment, on crée les conditions pour des crises encore plus profondes et plus durables dans le pays. Donc, je crois que la sécurité, elle est importante. C'est pas simplement le terrorisme, c'est la sécurité de manière générale. C'est aussi la sécurité alimentaire dans un pays comme le Niger sahélien avec des problèmes souvent de déficit alimentaire. Et c'est aussi, à nouveau, la question de l'éducation qui est fondamentale. C'est l'un des points faibles les plus frappants au Niger. Il y a un problème non seulement de quantité, c'est-à-dire des enfants qui doivent être à l'école et qui n'y sont pas, mais aussi de qualité des systèmes éducatifs pour que ceux qui y sont en sortent avec effectivement des apprentissages. Et là, le chantier, il est absolument immense. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Comment l'expliquer et y remédier ? Nous, à Wati, nous avons fait un dossier autour de cette élection pour montrer justement aussi que c'est un pays qui est quand même le 4e producteur d'uranium. Et on sait par exemple que l'uranium nigérien a joué un rôle important, stratégique pour un pays comme la France, pour l'alimentation de ses centrales. Pour nous, il est important aujourd'hui de regarder les faits, de voir qu'on n'aurait pas dû être encore dans cette situation aujourd'hui. Il y a un poids historique qui est important, il y a des relations, historiques également qui continuent à peser sur les capacités
capacité des Nigériens à avoir une certaine autonomie économique. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un espace, disons, qui s'ouvre et qui permet peut-être à ce pays de mieux profiter de ses ressources naturelles. Et je reviens à l'éducation. Vous pouvez avoir de l'uranium, vous pouvez avoir des ressources naturelles, mais si vous n'avez pas des capacités internes technologiques et vous n'avez pas les ressources humaines, évidemment, vous serez toujours à la merci finalement des acteurs extérieurs qui ont besoin de ces ressources. Un mot aussi de la Centrafrique. Comment finalement interprétez-vous cette journée de vote ? Est-ce que c'est un scrutin crédible, quand on voit qu'une partie du territoire n'aurait pas pu voter ? Difficile de parler de crédibilité. Comment est-ce qu'on mesurerait cette crédibilité dans le contexte d'un pays comme la République centrafricaine, avec là aussi des décennies d'instabilité et d'insécurité? Il n'y a pas de surprise sur le fait que l'élection se soit passée relativement bien à Bangui, mais Bangui, ce n'est pas toute la République centrafricaine. On se pose des questions sur les législatives. Comment est-ce qu'on va pouvoir sortir avec une assemblée légitime alors que l'élection n'a pas eu lieu dans une grande partie du territoire? Donc oui, il y a un problème de légitimité qui va se poser. Mais je crois qu'il n'y avait pas de réponse facile à la question de savoir si c'était organisé ou non ces élections. Merci beaucoup, Gilles Yabi, analyste politique et fondateur et président de Wati.